Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'abord cœlioscopique de l'endométrium. Je commence par remercier le comité d'organisation du 16e congrès de la Société africaine de la gynécologie obstétrique, organisé par la SAGO algérienne. Je me présente, je suis un gynécologue installé à Tunis et je m'occupe principalement des couples infertiles. Si vous avez des questions, par rapport à cette présentation, vous avez mon email sur la première plaque. Je n'ai pas de conflit par rapport à cette présentation. On va commencer par un peu d'histoire. C'est amusant, j'ai trouvé cet article de 1921 publié à New York par John A. Sampson qui a parlé de l'endométrium ou du kyste chocolat de l'ovaire. Et quand on lit l'article, on va découvrir qu'il a tout dit de ce qu'on a aujourd'hui sur l'endométrium. D'abord, quand on regarde les schémas, vous voyez ici, le kyste est bien accolé, l'ovaire est bien accolé à la face postérieure du ligament large. En fait, on sait aujourd'hui que l'endométrium se forme entre l'ovaire et le ligament large et il y a des adhérences très importantes à ce niveau. Après, quand on regarde cette coupe histologique, cette information est confirmée parce qu'on a cette adhérence au ligament large. Et aujourd'hui, à la cœlioscopie, donc on sait bien que l'ovaire et l'endométrium sont fixés à la face postérieure du ligament large. D'où la particularité de ce kyste ovarien. Alors, comment se forme l'endométrium ou le kyste endométriosique de l'ovaire? C'est le seul kyste ovarien qui envahit l'ovaire du dehors en dedans. Il débute à la face antérieure de l'ovaire en regard du ligament large. Ainsi, la désiolyse, la libération de l'ovaire, conduit inévitablement à la rupture de l'endométrium. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais débuter la kystéctomie en utilisant une autre incision. On parlait particulier, pas d'incision sur la face postérieure de l'ovaire car on risque de transpercer l'ovaire de part en part. Quand on regarde cet article de 1957 de Huxton, on va découvrir qu'en fait l'endométrium est formé par trois zones. La première zone, l'endométrium est adhérent à la face postérieure du ligament large. C'est là que l'endométrium débute. La zone 2, dans cette partie, c'est une partie assez récente et l'endométrium n'est pas très accolé à l'ovaire et on peut trouver facilement une coque de ce kyste et c'est facile de le décoller. Et dans la troisième zone, la fibrose est intense et le clivage du kyste est très difficile. Pourquoi tout ça c'est important? Parce que ça va modifier le traitement chirurgical du kyste. Alors, avant de parler de la cœlioscopie proprement dite, la question qui se pose, est-ce qu'il faut opérer tous les kystes endométriosiques? Vous savez, l'endométriose, elle donne deux volets principaux, la douleur et l'infertilité. Si on regarde un petit peu les guidelines de l'ESHRE de 2013, pour traiter la douleur, le premier traitement, c'est un traitement médicamenteux, hormonal, progestatif, estroprogestatif ou les agonistes de la GnRH. Par contre, dans ces recommandations, ils disent que si on fait une cœlioscopie pour une autre indication et on trouve l'endométriose, c'est mieux de la traiter. La deuxième indication, c'est l'infertilité. En tout ce qui concerne l'infertilité, la recommandation, c'est de passer
à la fécondation in vitro, surtout si on a un problème tubaire associé, un problème masculin associé, ou toutes les autres méthodes n'ont pas donné de résultat. Ça veut dire qu'une femme qui a un kyste endométriosique de plus de 3 cm, on réalise la kystectomie avant la fécondation in vitro seulement en cas de douleur. Tout ça, c'est pour insister qu'il ne faut pas opérer un kyste asymptomatique de l'ovaire, un endométrium asymptomatique. C'est la seule indication, c'est l'infertilité. Et tout ça, c'est les guidelines de l'ESHRE de 2013. Alors, la chirurgie, comment se passe-t-elle? On a 4 buts de cette chirurgie. D'abord, il faut améliorer la fertilité, traiter la douleur, éviter la récidive du kyste et conserver la réserve ovarienne, parce que comme on va voir plus tard, l'endométrium diminue la réserve ovarienne. Donc, on a 2 techniques chirurgicales, soit la kystectomie qui peut se faire d'une manière cœlioscopique ou même par la parotomie si nécessaire, et le laser qui va nous aider à faire un drainage et une coagulation du kyste. Bien sûr, il y a plusieurs types de lasers, il y a même ceux qui utilisent la chirurgie, l'énergie bipolaire pour détruire le kyste. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Si on regarde cette Cochrane Review de Hart de 2005, qui compare la kystectomie versus le laser, on va voir qu'il y a, au bout de 12 mois, il y a beaucoup plus de grossesse spontanée en cas de groupe, dans le groupe kystectomie que dans le groupe destruction au laser. Et cette notion, elle est confirmée par 2 Cochrane Database du FI en 2014 et de Bafford en 2020. Si on regarde la douleur comme indication dans la même Cochrane Review de Hart, on va trouver que la kystectomie est meilleure pour diminuer la douleur, la dysménorrhée, la dyspareunie et la douleur non menstruelle. Et bien sûr, il y a moins de récidives avec la kystectomie. Cette kystectomie comporte 6 étapes. D'abord, on commence par une cytologie péritoniale et diagnostique. Donc, comment est fait ce diagnostic? On va trouver une endométriose péritoniale associée. L'ovaire, comme on avait déjà dit, adhère à la face postérieure du ligament large, absence de signes péritoniaux de malignité et la présence d'un liquide chocolat intrachystique. On commence par une adhésiolyse et comme l'ovaire est très adhérent au ligament large, il faut faire attention à l'urtère et limiter les coagulations et les sections tant que la situation de l'urtère n'est pas connue. Cette libération de l'ovaire conduit inévitablement à la rupture du kyste et à l'issue d'un liquide chocolat, bien sûr, en faveur de l'endométrium. L'étape suivante, c'est la recherche du plan du clivage. Là où il y a eu la rupture, le plan du clivage est difficile à trouver. Il faut agrandir cette incision jusqu'à l'endroit où la paroi du kyste devient plus épaisse et le plan du clivage s'ouvre d'une manière spontanée. Donc, comme vous avez vu, on utilise des pinces à grippe pour trouver notre plan. Une fois le plan trouvé, on commence par la dissection. D'habitude, on utilise des pinces à grippe et par des tractions divergentes, on va inverser le kyste petit à petit. Ces gestes doivent être doux, lents et limités en amplitude pour ouvrir le plan de clivage
sans déchirer le kyste. Par endroits, cette zone de clivage est moins évidente que dans d'autres et il faut être très prudent. À la fin, on va faire une toilette et un contrôle de l'hémostase. Le plus souvent, aucune suture n'est nécessaire. La forme de l'ovaire se reconstitue d'une manière spontanée. Les zones coagulées lors de l'hémostase finale permettent de retracter un peu l'ovaire restant et d'inverser le tissu ovarien. Et après la chirurgie, on revient toujours aux recommandations, les guidelines de l'ESHRE de 2013. Il n'y a aucun intérêt à prescrire un traitement estroprogestatif hormonal après la chirurgie dans le but de diminuer la douleur post-opératoire. Par contre, si aucun projet de grossesse n'est prévu, la contraception estroprogestative est intéressante pour réduire le risque de récidive. Vous savez, cette chirurgie est un peu agressive pour l'ovaire et on sait que la chirurgie de l'endométrium, elle diminue la réserve ovarienne, comme l'a montré cette méta-analyse de Rafi, que il y a moins de 34% de l'AMH après la chirurgie. Mais si on regarde le dosage de l'AMH en présence de l'endométrium sans chirurgie, comme par exemple dans cette méta-analyse de Musi, on trouve que même si on ne fait rien, il y a une diminution de la réserve ovarienne de moins 26%. Donc, vous l'avez compris, l'endométriose détruit l'ovaire progressivement. La chirurgie de l'ovaire aussi, cette chirurgie du kyste endométriosique est mauvaise pour la réserve ovarienne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut penser à la préservation de la fertilité. On va discuter cette préservation de la fertilité en fonction de chaque patiente. Si elle n'a pas de partenaire, on va discuter la vitrification ovocytaire. Dans un couple marié avec désir de grossesse, on peut passer à la fécondation in vitro avec vitrification embryonnaire. Alors, en conclusion, l'indication chirurgicale de l'endométrium dépend de l'âge de la patiente, du désir de grossesse, de la douleur, de la taille et du nombre des endométriums et de présence d'autres lésions associées. La prise en charge de l'endométrium commence par un traitement médical de la douleur, la fécondation in vitro en cas d'infertilité. Il faut éviter d'opérer un endométrium asymptomatique. Il faut penser à la préservation de la fertilité. Et la kystectomie cœlioscopique est meilleure que la destruction au laser pour diminuer, traiter la douleur, éviter la récidive et améliorer la fertilité. Et merci beaucoup pour votre attention. Vous avez mon email en bas si vous avez des questions par rapport à cette présentation.